Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Une histoire de l'association. À l'origine, cette histoire de l'association est une thèse, écrite par son auteur Benjamin Caraco et dirigée par l'académicien Pascal Horry. Caraco est historien, sociologue, BDphile et directeur des bibliothèques universitaires. Pour sa thèse, il a mené 32 entretiens, analysé le catalogue et accédé aux sources financières. Il a pénétré au cœur de l'entreprise et rencontré ses salariés. Les collections Éperluette et Ciboulette, entre autres, n'auront plus de secret. L'association est une école artistique avec un fonctionnement d'avant-garde. Après l'école à suivre, c'est la nouvelle vague de la BD. C'est la maison de Lapinot et les carottes de Patagonie, de la guerre d'Alan et de l'ascension du Haut-Mal. On va assister au succès puis au déclin de l'association. Les déchirements entre Jean-Christophe Menu, l'un des pères fondateurs, et ses acolytes. Sa liquidation, puis sa renaissance, jusqu'à son statut désormais indiscutable d'éditeur de référence. 6 chapitres composent l'ouvrage. Première partie, la formation d'un collectif d'auteurs. Benjamin Caraco dresse un portrait des 7 auteurs majeurs fondateurs de l'association. Menu, Trondheim, David B, Stanislas, Kilofer-Contur et Mokaït, à partir de leur lieu de sociabilité. Il montre ce collectif en passant par 3 événements particuliers. La fondation en 1990, la séparation en 2005-2006 et la grève des salariés en 2010-2011 qui a entraîné le retour des fondateurs après la décision de Menu qui voulait procéder à des licenciements. Dans ce chapitre, Caraco n'oublie pas ceux qu'il appelle les parrains, auteurs déjà connus et reconnus, qui sont venus apporter leur pierre à l'édifice, comme Dupuy et Berberian, Baudouin ou Goussens, ainsi que la seconde vague de nouveaux auteurs, avec Vanoli, Blutch, Sardon, Barrault, Parondeau, Hérol, Gerner, Lécoart, Sfar, Guibert, Delille, Satrapi, Satouf. Avec les auteurs, Caraco soulève la question cruciale de la rentabilité dans une structure alternative comme celle-ci. L'objectif est-il de vivre de la bande dessinée ou pour la bande dessinée? Deuxième partie, une inscription décomplexée dans l'histoire de la bande dessinée. Dans la plupart des cas, il est plus question de vocation que de carrière. Les auteurs sont en recherche de style et de procédés narratifs découlant des travaux de leurs prédécesseurs, tout en évoluant dans un espace de possible. Leurs influences sont tout autant internes, venant de l'univers de la BD, de l'école franco-belge à l'underground américain, qu'externes, liées aux autres formes d'art, cinéma, littérature, musique. Troisième partie, une maison d'édition d'auteurs. L'association revendique son indépendance éditoriale, induisant la qualité de son catalogue. Les partis pris éditoriaux et les contraintes économiques vont engendrer des frictions. Caraco compare son fonctionnement à celui d'une entreprise pour en dégager les points communs et les différences. On y parle de statut, de bureau, d'adhérents, de gouvernance, de salariés et de leur profil. Il explicite la gestion faite par Menu et ses conséquences, comme par exemple l'édition du pavé Comics 2000 au sujet duquel il déclarait « Risquer de crever pour un beau projet, ça vaut le coup ». Quatrième partie, accompagner les œuvres par le discours. Éditer un livre, ce n'est pas seulement l'imprimer. Le discours d'accompagnement des albums de l'association est l'un des signes distinctifs de la maison qui a contribué à la légitimiser. Si au départ, Menu s'en chargeait, avec une réception parfois mitigée, les auteurs ont pris la main dessus. Petit à petit, du mythe du groupe fondateur à la création du logo de l'hydre, l'association s'est construite une légende bien réelle, une histoire qui n'appartient qu'à elle. Cinquième partie, le catalogue, expression d'une politique éditoriale au-delà du discours. Après s'être penché sur les auteurs, Benjamin Caraco analyse le catalogue, situant les productions individuelles au sein d'un ensemble. La maison revendique l'originalité comme stratégie de distinction. Il y est question de politique éditoriale, évidemment, de stratégie de collection, cadrant, ou plutôt classifiant, les productions, tout en gardant cette fameuse notion d'originalité. Avec des graphiques et des tableaux, l'auteur détaille les chiffres et présente chaque collection, comme Patte de mouche ou Ciboulette, sans oublier la revue Lapin et Loubapo, ouvroir de bande dessinée potentielle, créée à l'image de l'Oulipo, groupe de littérature expérimentale fondé par Raymond Queneau et François Le Lyonnais en 1960. Caraco ausculte enfin le catalogue par le prisme des genres et des thématiques traitées. Sixième partie, la construction en référence. La dernière partie permet de comprendre comment l'association se construit en référence d'une édition de bande dessinée exigeante, revendiquant le terme album plutôt que livre, afin de rattacher ses publications au monde de la littérature. On va parler des rapports avec la presse, des refus des services de presse et un assouplissement stratégique, du discours de Trondheim et du Grand Prix Angoulême en 2006, où il fustige les journalistes. Enfin, on parle des rapports de l'association avec les festivals,
d'exposition, de traduction et d'adaptation, notamment au cinéma. L'association est la maison d'édition qui a remis l'auteur au cœur de la création. En 35 ans, elle a réussi sa mission. Tout ça valait bien une thèse. Benjamin Caraco l'a faite. Au cœur du processus éditorial, l'aventure se lit comme un roman. Une histoire de l'association par Benjamin Caraco, avec une préface de Pascal Horry, est parue aux presses universitaires François Rabelais. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.